Une émission spéciale, 50e anniversaire. Je le dis et je le répète, le langage habituel tient compte de 5 perceptions sensorielles. Le goût, l'odorat, la vue, le toucher et l'ouïe. La Lune deviendra, après l'Antarctide, un second continent scientifique. Il faudra pour cela, évidemment, une exploration tout à fait systématique qui coûtera beaucoup plus cher que le premier débarquement. Yvon Leblanc, mesdames, messieurs, bonjour. Vous entendrez ce soir le révérend père Marcel-Marie Desmarais des Frères Prêcheurs, directeur de la revue dominicaine. Le temps est venu de passer des paroles aux actes. Je veux consacrer les quelques années que le Seigneur voudra bien m'accorder à une assistance spirituelle et matérielle en faveur des lépreux. Je pars donc pour l'Afrique. Tout ce qu'on fait dans la vie tend vers un objectif, le bonheur. Qu'il s'agisse de la satisfaction des besoins ou de la satisfaction des désirs. Pourtant, il est pratiquement impossible de trouver 2 personnes qui ont la même définition du bonheur. Par exemple, pour vous, le bonheur, c'est quoi? Je suis en train de faire une réaction de neutralisation. Oui, mais j'ai rien vu se passer. Je viens en même temps de fabriquer du chlorure de sodium, du sel de table ordinaire. Du sel? Il y a du sel dans ça? Bien sûr. Je vois pas. Ah, vous le voyez pas parce qu'il est dissous. Mais vous pouvez le goûter. Oh non, je me suis à votre parole. Tenez, allez, goûtez, goûtez. Tenez du sel dans de l'eau. Ah. C'est vrai, c'est salé. Ça goûte salé. Mais c'est peut-être dans ça qu'il y avait du sel. Hey, touchez pas ça, malheureux. Je vais vous empoisonner. Oui, mais j'ai goûté au mélange des 2 tout à l'heure. Oui, mais le mélange des 2 produit une réaction chimique, au cours de laquelle les 2 substances se neutralisent l'une l'autre, en donnant du sel. Mais chacune, prise isolément, c'est un poison violent. Il faut bien dire que Fernand Seguin a réussi à nous faire avaler pas mal de ses potions scientifiques. Avec l'art, je devrais dire la magie particulière de ce communicateur exceptionnel qui devait d'ailleurs en 1977 remporter le prix Kalinga pour l'excellence de son œuvre de vulgarisateur. Car ce soir, nous allons parler vulgarisation et retrouver certains des grands vulgarisateurs des 50 premières années de Radio-Canada. Les médias électroniques ont aussi un rôle important à jouer au plan de la vulgarisation du savoir, de l'expérience et de la recherche du sens. Et Radio-Canada aura été et demeure sans doute le principal agent chez nous d'une certaine vulgarisation. Je vous invite donc à me suivre dans les dédales du souvenir où nous allons assister en particulier aux tentatives, parfois étonnantes de certains vulgarisateurs pour adapter leurs propos aux exigences du spectacle de la télévision. Oui, ben bravo. Alors, vous êtes content d'être parrain d'un petit garçon, ou bien si vous auriez préféré une petite fille? Ou... Oh, vous savez, moi, j'ai pas de préférence, un ou l'autre. Mais je le savais que c'était pour être un garçon. Comment ça? C'est bien simple.
La femme que mon cousin Arthur a épousée, elle vient d'une famille où il y a presque seulement des garçons qui viennent au monde. Curieux, hein? Oui. Pour moi, il doit y avoir quelque chose dans le sang, ou je sais pas. Oh, qu'est-ce que vous me racontez là, vous? Je trouve que vous avez des idées bizarres sur la production des êtres vivants. Je demande qu'à apprendre, moi. À ce moment-là, le climat scientifique québécois était extrêmement pauvre. Il n'y avait presque pas de fonds de recherche, il y avait très peu de chercheurs, cela va de soi. Et il me semblait, à tort ou à raison, il me semblait que ce qu'il fallait faire à ce moment-là, c'était d'éveiller les Québécois à la chose scientifique, et en particulier d'éveiller les jeunes intelligences à la science de façon à contribuer à créer chez nous un climat intellectuel et en particulier un climat scientifique. Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler de quelques animaux qui sont parents ensemble. Le porc, l'hippopotame et l'éléphant. Ah, oui, je sais ce que vous pensez, mes amis. Je voulais vous dire le porc, parent de l'hippopotame. Alors, du calme, Rosalie, allons, voyons. Et plus nous irons de découverte en découverte, vous verrez comme la nature, la vie qui nous entoure, a vraiment un cœur qui bat. Un jour que Pierrot jouait dans sa cour, il aperçut une toile d'araignée tissée dans une branche au-dessus de sa tête. Et au milieu de cette toile, une belle grosse abeille qui se débattait pour tenter de se libérer, mais sans succès. Alors, il prit un petit bâton et, délicatement, il libéra la prisonnière. Début modeste, me direz-vous, mais les enfants appréciaient, et bientôt, nos vulgarisateurs, Fernand Seguin en tête, ont décidé d'aller plus loin, d'écrire des textes pour des comédiens, des vrais, afin de mieux servir leurs propos scientifiques. La vue de cette opération rappellera des souvenirs pénibles aux mères de la génération précédente qui l'ont souvent pratiquée à la sueur de leur front. Mais si aujourd'hui, nos ménagères disposent de machines à laver automatiques, elles n'en continuent pas moins à blanchir leur linge à l'eau de Javel. Combien d'entre elles savent-elles que cette eau de Javel est une invention de la fin du XVIIIe siècle, dont le mérite revient au chimiste Claude-Louis Berthollet. Et alors? Eh bien, vois toi-même. Il est plus blanc. Votre linge est plus blanc, nettement plus blanc. Vers la fin des années 60, pourtant, le ton change. Fernand Seguin et le public avec lui comprennent que les percées spectaculaires de la science ne font pas que guérir les maladies et régler des problèmes, mais qu'elles en créent de nouveaux et souvent même de très inquiétants. Est-il possible de savoir à l'avance si les résultats d'une recherche scientifique vont être favorables ou défavorables? Est-il plus important de conquérir l'espace ou de guérir le cancer? Est-il vrai que la science contribue à l'abaissement du sentiment religieux? La science pourra-t-elle un jour fournir une explication complète de l'homme? Nous allons retrouver Fernand Seguin dans un tout autre genre d'émission, après la pause. Michel Simon est pour moi le plus grand acteur au monde. Michel Simon est la bonté même, il est aussi capable d'être méchant, il est cruel, il est tendre, il est... C'est un homme très très complexe. C'est l'homme qui probablement va le plus loin dans ses contradictions, dans ses défauts, dans ses qualités. C'est un monstre. Ah ben, je suis servi, dites donc. Voilà. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Eh bien, que je sois le plus grand acteur du monde, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et le plus modeste? Mais oui, le plus modeste. Non, pas le plus modeste, mais... Non. Non, je ne vais pas à tous les lauriers. Non, la modestie, je laisse tomber. On va pas loin dans ce métier avec ça.
Dans votre carrière de journaliste, vous avez bien sûr rencontré beaucoup de scientifiques, vous avez rencontré également des vedettes du domaine des arts, de la culture. Si vous deviez évoquer, et dans un domaine et dans l'autre, les personnes qui vous ont le plus impressionné, le plus marqué dans le domaine scientifique. Dans le domaine scientifique, évidemment, comment ne pas dire que c'est Jean Rostand. Rostand que j'ai rencontré pour la première fois en 61. Rostand que j'avais commencé à lire quand j'étais adolescent, 14 ou 15 ans, et qui a été mon premier modèle de ce que pouvait être la communication scientifique de sujets complexes, rédigés en des termes extrêmement simples. Et vous êtes, pour le meilleur ou pour le pire, devenu l'homme des grenouilles. J'allais dire l'abominable homme des grenouilles. Les gens croient que la grenouille c'est un petit sujet, mais ce n'est pas un petit sujet, il y a toute la biologie dans la grenouille. Lorsque j'ai eu l'occasion de faire ces saisons du sel de la semaine, ça a peut-être été perçu par les gens comme une tentative d'école buissonnière, en quelque sorte, mais pour moi, ça correspondait à une curiosité que j'avais aussi à l'égard des maîtres de la littérature, ou du théâtre, ou de la chanson. Je disais tout à l'heure que la véritable culture, à mon sens, devrait intégrer tout ça, et c'est ça que j'ai essayé de faire. À quoi ça sert, la poésie? Je ne sais pas. Il y a des gens qui nous ont dit que ça sert à vivre. Ah, ça aide certainement à vivre. Mais si ça aide... Ça sert, je ne sais pas. C'est pas facile d'interroger un poète. Non, mais à quoi ça sert la poésie, papa? Toi qui vis, qu'avec les livres, tu sais à quoi ça sert la poésie? Moi, je pense que si j'avais pas la poésie, je me serais suicidé il doit avoir 30 ou 40 ans. Donc la poésie, elle te donne beaucoup? Ah oui. Tu sais ce qu'elle te donne puisque tu vis avec elle. Réponds, t'es là pour ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise là-dessus? Tu l'as tout dit. Je veux que vous disiez la vérité. Elle a tout dit ce que vous pouvez dire. Ce grand poète avait écrit en 1938 probablement le poème le plus célèbre de toute son œuvre. Je suis même certain que vous en connaissez quelques strophes par cœur, sans même vous douter qu'il en est l'auteur. Défions-nous, cher ami, de la conception simpliste de l'égalité naturelle. C'est une invention singulièrement artificielle et je voudrais bien savoir ce que deviendront dans 100 ou 200 ans les cultures standardisées d'aujourd'hui. J'imagine que la nature se chargera de colloquer à tous ces produits qui diffèrent peu aujourd'hui l'inégalité, qui est sa règle universelle. Certains d'entre vous se souviennent sans doute du commandant Baugé. Son gros bon sens et sa rigueur scientifique en ont fait la vedette de l'émission qui était alors, en 1938, la plus populaire du réseau français, Le Réveil rural. Une émission qui recevait jusqu'à 1200 lettres par semaine de ses auditeurs et auditrices. Cette équipe, réunie autour de l'annonceur Raymond Laplante et du chef des émissions agricoles, Armand Bérubé, était tellement dynamique que c'est à elle que Radio-Canada devait demander de mettre sur pied les premières émissions agricoles de télévision. Et c'est alors que s'est joint à l'équipe un communicateur qui devait aussi faire sa marque, Paul Boutet. Il faut savoir faire les veillottes quand on fait encore le foin à la vieille façon. À ce propos, j'ai avec moi un petit peu de foin qui peut me servir à démontrer comment on fait une veillotte. Une veillotte, c'est pas un roulage comme ça, vous comprenez? Quand on veut faire une veilloche bien faite, veilloche ou veillotte, il faut mettre son foin toujours à plat, continuer avec une deuxième fourchée encore à plat, et comme ça, toujours à plat, de façon que l'eau glisse le long du foin et vous le mouille pas. L'émission a évolué comme l'agriculture elle-même. Je vous disais il y a longtemps tantôt que les cultivateurs avaient 8, 9 ou 10 vaches. Mais à un moment donné, on en est venu là où les cultivateurs avaient 40, 45, même 50 vaches. Alors les problèmes se sont déplacés, c'est plus la même chose. Et là,
a commencé véritablement l'organisation de l'agriculture organisée, quoi, avec l'UCC qui prenait de l'expansion. Le syndicalisme, et oui. le syndicalisme, et puis alors les syndicats de producteurs, toutes ces choses-là. Il a fallu rentrer dans le domaine de l'économique beaucoup plus et du social en même temps. Ces émissions ont beaucoup contribué à nous faire prendre conscience de nouvelles réalités écologiques et agricoles, aussi bien au pays qu'à l'échelle de la planète, ce dont témoigne ce document réalisé en Chine communiste à une époque où l'accès en était pratiquement impossible. Aujourd'hui, en Chine, on vous dira que suite à l'écrasement de la bande des Quatre, la situation est excellente sur le plan politique et économique. Car en Chine, il n'est qu'une version des choses, la version officielle. Et celle-là précise que cet immense et mystérieux pays demeure un pays pauvre et arriéré dans beaucoup de domaines. Pauvre sans doute, mais fier de l'extraordinaire développement de son agriculture qui occupe 80% de sa population. Et il est un nom magique en ce domaine, Tachai. En ce lieu, dans la province du Shanxi, on a transformé 4000 micro-parcelles de montagne en terres agricoles productives. Ce fut une épopée. Des nourritures terrestres à celles de l'âme. Après la pause. T'as compris? C'était des signes. T'as dû comprendre, le caméraman lui-même a compris. Alors tu vois, c'était des signes. Et aujourd'hui, justement, je veux te parler des signes. Les signes sensibles que sont les sacrements. Seigneur, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. C'était trois grands mages, c'était trois grands sages, sont venus de l'Orient pour adorer un enfant. Ah, quelle imagination, quel enthousiasme contagieux que celui du père Ambroise, et quel merveilleux conteur émerveillé qui permit tout à coup à la télévision de renouer avec la grande tradition orale. Ambroise aurait initié les enfants aux grands préceptes religieux comme en jouant. Et avec lui, ils auront fait plusieurs fois le tour du monde. Claude Lafortune devait plus tard poursuivre cette démarche avec ses marionnettes sans pareil, qui à leur tour font aussi le tour du monde, puisque ces émissions, la Bible et l'Évangile en papier, ont été traduites et sont diffusées dans plusieurs pays. Elles ont d'ailleurs remporté de nombreux prix et trophées. Mais saviez-vous qui le premier a osé relever le défi d'une véritable émission religieuse à la télévision, alors que le clergé, il faut bien le dire, se méfiait encore de cette boîte à images comme du diable? Et voici une autre question. Comment as-tu assisté à la messe? Comment as-tu participé à la messe, puis le calvaire recommencé? En bâillant aux corneilles, en rêvassant, en t'ennuyant, en discutant peut-être les transactions que tu ferais cette semaine, ou bien en plongeant au cœur même du mystère, en rivant ton cœur et tes yeux sur le missel ou sur le pli avec l'Église, qui sont la feuille de route du calvaire. Et enfin, comment es-tu sorti de la messe? Meilleur, plus charitable, plus disposé à l'honnêteté, à la pureté, ou aussi moche que tu étais entré à l'Église? Si tu continues, nous n'aurons pas terminé notre partie avant la messe. J'y vais pas, à la messe. Ah, tu es allé? Non, j'y suis pas allé, non, j'y vais pas. J'y vais plus. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Écoutez, papa, si vous voulez, on n'en discuterait pas. Ça vous ennuierait, ça m'ennuierait aussi. Maman aurait du chagrin.
Mais c'est pas une raison. Oui, ça devrait suffire. Hein. Un fils élevé comme toi n'a pas le droit de causer une pareille peine à ses parents. Notre christianisme, mes amis, devrait devenir une chose consciente, adulte, évoluée, pertinente, lucide, et non pas cette accoutumance vide de sens, et pour le dire en un mot qui va vous choquer, mais que je maintiens, écart. Les sermons du Père Legault remportaient beaucoup de succès. Après quelques années pourtant, il opte pour une nouvelle formule, celle de l'entrevue, avec des figures marquantes du catholicisme. Le prêtre doit donner sa vie pour sauver les jeunes travailleurs. Le prêtre doit comprendre ce problème. Le pape, n'est-ce pas, me demandait, mais qu'est-ce que les prêtres pensent de la JOC? Et je dis, Saint-Père, il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Comment? Un prêtre qui n'a pas le temps pour sauver la jeunesse et la classe ouvrière? Moi, je n'ai pas le temps. Mais je fais le temps. Et le prêtre doit faire le temps nécessaire pour résoudre ce problème qui est un problème décisif pour l'avenir de l'Église. Le 25 janvier 1959, Jean XXIII se rend à la basilique Saint-Paul et annonce aux cardinaux son intention de convoquer le concile. Vatican II. Le Père Legault se fait alors reporter et commentateur. Semaine après semaine, il nous tiendra au courant des discussions, souvent orageuses d'ailleurs, qui tiraillent l'épiscopat catholique. Il a interviewé pour nous les principaux intervenants du concile. Il a observé et décrit les remous qui agitaient l'Église à une époque d'éclatement et de redéfinition des valeurs. Toute modestie gardée, nous sommes un peu dans la situation de Saint Jean qui disait « Ce que nous vous racontons, nous l'avons vu ». Est-ce qu'il n'y a pas tout de suite d'abord une question qui se pose? Pourquoi un concile? Pourquoi un concile, oui. En fait, on ne voyait pas de crise grave dans l'Église. Et un concile a toujours été convoqué à l'occasion d'une crise. Oh, mais il y avait un malaise dans l'Église, Père Legault. Oui et non. En tout cas, on n'arrivait pas à le cerner. Ce qu'on sentait obscurément, je pense, c'était que l'Église se situait mal dans un monde en révolution accélérée. Le monde avait l'air d'aller plus vite que l'Église. Et ce qui était malsain, c'est que l'Église paraissait satisfaite d'elle-même. Oui, mais elle avait quelques raisons à cela. Penser que le prestige de la papauté avait atteint un sommet presque inouï. D'accord, mais l'Église, tout de même, semblait trôner au-dessus du monde, d'une part. D'autre part, elle avait peu le goût de se critiquer elle-même. Elle s'estimait fidèle à sa mission et jugeait sévèrement les autres, tous les autres. C'est l'éternelle tentation du pharisaïsme. Et voilà, c'est presque déjà la fin. Et le temps nous manque encore une fois pour saluer les autres, tous les autres. Et d'abord les pionniers, ceux de Radio Collège. Ah, une véritable institution qui, à une époque, tenait pour ainsi dire lieu de tout, de tribune des arts, des lettres, des sciences, véhicule pluridisciplinaire des humanités, à l'intention d'une collectivité qui, à l'époque, était encore peu scolarisée, mais tellement curieuse et d'un potentiel tellement riche. Et puis, il y a aussi ceux de la relève qui, aujourd'hui, prolongent la démarche entreprise par les vulgarisateurs dont nous avons parlé ce soir. Démarche de vulgarisation qui devra devenir encore plus importante dans l'avenir, car on dit que la globalité du savoir de l'humanité a doublé 4 fois en 20 ans et que la progression se poursuit. Jamais ce rôle de diffusion et de vulgarisation par les médias électroniques n'a été aussi clair, aussi évident. Et alors maintenant, pour terminer, nous allons revenir un peu au passé. À propos des jeunes, pourtant, qui sont toujours l'avenir, avec une émission qui témoigne de la façon dont la jeunesse savait aussi accueillir les propos de nos vulgarisateurs. Alors le voici, ce fameux Denis Thérien, l'as des as, celui qui a triomphé d'à peu près 2300 candidats pour devenir le concurrent à tous pour un. Et voici la fameuse fusée lunaire qui va conduire Tintin et ses compagnons vers la Lune. Le numéro 1, c'est l'antenne radio-radar. L'antenne radio-radar, c'est exact. Le numéro 2, ce sont les réserves toutes. C'est cela. Le professeur suédois Erik Björgensjöld. Björgensjöld. Le gaz qu'ils étaient censés employer, qu'ils ont employé, c'est le soporifique Z4, c'est vrai. Et celui qu'ils étaient supposés employer, c'était le gaz OX2Z. Monsieur Pilon a pensé t'offrir un beau Saint-Bernard, t'as perdu ton chien il y a 15 jours, on avait autant de peine que toi.